Nous avons l'impression que vous menez une double vie. Dans l'une de ces vies, vous êtes Thomas A. Anderson, programmeur pour une respectable entreprise de software, mais vous avez une autre vie électronique. Vous êtes le pirate connu sous le nom de Neo, virtuellement coupable de tous les crimes informatiques punis par la loi. Mais une seule de ces vies a un avenir. Connaissez-vous la cyberkillchain? Son but est de décrire les différentes phases qui composent une cyberattaque, en commençant par la phase de reconnaissance et en terminant par la phase d'exfiltration des données. Cette méthode modélise donc des procédés d'intrusion sur un réseau informatique. Elle voit le jour en 2011 grâce à des informaticiens de la société Lockheed Martin. Selon eux, les attaques informatiques respectent toujours le même schéma. Et ce schéma peut être découpé en différentes phases et chaque phase peut être protégée grâce à des contre-mesures que l'on va implémenter. Vous êtes encore là? Ça veut dire que la cyberkillchain vous intéresse. Et bien dans ces cas-là, pensez à vous abonner. La première phase est celle de l'observation, de la reconnaissance, au cours de laquelle les attaquants vont évaluer votre réseau et vos services afin d'identifier les cibles possibles qui vont leur permettre d'y accéder. Les attaquants utilisent les connaissances acquises lors de la première phase de reconnaissance pour accéder à votre réseau grâce à l'exploitation d'une faille humaine ou informatique. C'est ce qu'on appelle la phase d'intrusion. La troisième phase consiste à exploiter les vulnérabilités et ainsi insérer un code malveillant dans le système d'information pour obtenir un accès plus important à ce dernier. Dans la quatrième phase, les attaquants vont tenter d'élever leurs privilèges, c'est-à-dire d'avoir des accès administratifs à des systèmes en vue d'accéder à des données critiques et, pourquoi pas, à d'autres systèmes connectés. Ils vont ensuite se déplacer latéralement vers des serveurs connectés et obtenir un accès plus important à des données potentielles. Pour réussir une cyberattaque, les attaquants doivent couvrir leurs entrées et leurs sorties. Et pour ce faire, ils vont tout simplement supprimer les journaux d'audit pour masquer leurs traces et donc pour empêcher les équipes de sécurité de les détecter. Cette phase est celle de l'obfuscation et on va voir comment s'en prémunir dans Azure grâce au journal d'activité. Le journal d'activité dans Azure répond à 3 questions. Qui, quoi et quand? Qui a fait une action dans Azure? Quelle a été cette action? Et quand cette action est-elle survenue? Outre le fait qu'il est gratuit, les entrées du journal d'activité ne peuvent être ni supprimées ni modifiées par qui que ce soit, ni côté Microsoft ni côté client. Concrètement, toutes les actions effectuées par un utilisateur sur le portail Azure, en Cloud Shell, en PowerShell, en Bash ou même en API REST sont journalisées. Un dernier point concernant le journal d'activité. Je vous ai dit qu'il était gratuit. C'est vrai, mais seulement si vous gardez jusqu'à 90 jours de traces de vos actions dans le portail Azure ou en Cloud Shell, etc. Si vous voulez dépasser cette limitation, il va falloir archiver dans un compte de stockage et dans ces cas-là, cela va devenir payant. Le journal d'activité fournit un aperçu de tous les événements de niveau d'abonnement. Il va vous indiquer à quel moment une ressource a été modifiée ou une machine virtuelle a été par exemple redémarrée. Dans le portail Azure, je peux aller sur un groupe de ressources, par exemple RGD-TT, et sélectionner journal d'activité. Et ici, je vais avoir la liste sur les 6 dernières heures de tous les événements qui ont eu lieu sur ce groupe de ressources et qui a initié ces actions. Donc on voit que j'ai une fonction, donc du serverless, qui a été initiée il y a à peu près 1 heure sur mon groupe de ressources, ce qui a permis de créer une machine virtuelle, un réseau virtuel, un NSG, une IP publique à cette machine virtuelle, etc. Donc vous l'avez compris, que vous utilisiez une fonction via un compte Azure Automation ou que ça soit un utilisateur qui lance une action, tout est journalisé. Et si par exemple je clique sur Create or Update Virtual Machine, on voit que les journaux sont au format JSON et à aucun moment, vous le voyez, je ne peux supprimer mes traces, je ne peux pas faire delete, tout est maintenu par Microsoft. Je peux changer l'intervalle de temps en cliquant ici sur intervalle de temps, je vous l'ai dit par défaut c'est 6 heures, mais on peut monter jusqu'à 90 jours gratuitement. Et puis si je veux aller au-dessus de cette limite de 90 jours, il va falloir que j'archive mes journaux dans un compte de stockage. Pour y parvenir, il suffit d'aller dans Exporter les journaux d'activité et cliquer sur Ajouter un paramètre de diagnostic. Ici, je vais pouvoir sélectionner les catégories de journaux que je veux archiver dans un compte de stockage, puis cliquer sur la case Archiver dans un compte de stockage, et automatiquement Azure va me proposer un compte de stockage existant ou d'en créer un éventuellement pour pouvoir archiver tous mes journaux dans un compte de stockage et dépasser cette fameuse limitation des 90 derniers jours.
Sachez aussi que si vous cliquez sur un groupe de ressources et journal d'activité, alors tous les événements liés aux ressources de ce groupe de ressources s'afficheront. Pareil, si vous cliquez au niveau d'un abonnement, alors tous les événements liés aux ressources de cet abonnement s'afficheront au niveau de l'abonnement dans le journal d'activité. Et enfin, si je sélectionne une ressource, qui est le plus bas niveau dans la hiérarchie Azure, et que je clique sur journal d'activité, alors tous les événements liés à cette ressource vont s'afficher. Revenons maintenant à la cyberkill chain et parlons de la 7e étape, le fameux Deny of Service. Dans cette phase, l'attaquant va perturber l'accès normal des utilisateurs et des systèmes afin d'empêcher que l'attaque soit surveillée ou bloquée. La 8e et dernière étape est la phase d'extraction. On va récupérer en tant qu'attaquant les données précieuses des systèmes compromis afin d'exercer une pression sur les dirigeants des entreprises. Cette pression prend bien souvent la forme d'un chantage. Si vous, en tant que dirigeant, voulez récupérer vos données pour que vous puissiez continuer à travailler de manière efficace, il va falloir que vous payiez. On va utiliser dans ce cas bien souvent un ransomware.